Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission en partenariat entre KTO et RCF. À mes côtés, Stéphanie Gallet. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir David. Heureuse d'être avec vous pour présenter cette émission, effectivement sur KTO et aussi sur RCF, sur tout le réseau des radios RCF. On l'a diffusé sur les deux médias. Alors samedi, c'est la journée de l'Europe sur fond d'élections européennes, puisque dans un mois, 375 millions d'électeurs sont invités à élire leurs députés au Parlement européen. Un scrutin, il faut le dire, qui ne passionne pas les Français. En cette période de crise, les évêques de France appellent les chrétiens plus que jamais à participer. L'Europe, parlons-en ce soir avec nos 4 invités, Stéphanie. Michel Candessu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un chrétien engagé, vous avez exercé de nombreuses responsabilités. Vous avez été entre autres président du Fonds monétaire international, le FMI, c'était entre 87 et 2000. Vous avez aussi présidé les semaines sociales en France. Et puis vous faites partie des signataires Ensemble pour l'Europe, qui regroupe un ensemble d'associations chrétiennes. Vous nous expliquez le sens de cet appel, Ensemble pour l'Europe ? Écoutez, c'est très simple. Nous sommes à un moment d'histoire, véritablement, en Europe. Ce qui se passe en Europe et dans le monde est en ce moment sans précédent. C'est certainement le moment de regarder où est l'essentiel. Et nous nous sommes regroupés à quelques chrétiens d'un certain nombre de pays d'Europe, un grand nombre de pays d'Europe, pour essayer de voir ce qui nous semblait essentiel dans les défis que l'Europe doit affronter et dans la réaction que les chrétiens peuvent avoir face à ces défis. Et nous avons pensé que plus que jamais, nous devions être engagés, présents dans les institutions européennes, parce qu'il y va pas seulement du sort de l'Europe, mais du sort de nos propres pays et du sort du monde. Les chrétiens ont des choses à dire en matière européenne et nous le verrons avec vous. Pierre de Charentenay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jésuite, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études et vous avez pendant longtemps été le directeur du bureau des jésuites à Bruxelles. Quelle était la mission de ce bureau ? Qui existe toujours, hein ? Il existe toujours, bien entendu. Et sa mission, c'est d'essayer d'abord de comprendre peut-être ce qui se passe en Europe, et puis ensuite de diffuser les idées que nous pouvons avoir sur le sujet, éventuellement d'influencer les institutions européennes. C'est du lobbying au bon sens du terme, fait à partir d'un point de vue chrétien. Effectivement, on parlera du lobbying chrétien, si on peut utiliser ce terme. Avec vous également Stéphane Lunte, conseiller sur les questions économiques et sociales pour la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Bonsoir. Bonsoir. La COMECE, je précise que vous êtes allemand, c'est important dans le cadre de ce débat. Pas pour la fonction, mais pour le débat. Pour le débat. Et en quelques mots, Stéphane Lunte, la COMECE, qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement des conférences épiscopales au sein de l'Union européenne. Donc c'est que les conférences épiscopales qui se trouvent dans l'Union européenne, il y en a 24 en tout. Chaque conférence envoie un évêque délégué dans cette commission qui se réunit 2 fois par an pour discuter, pour écouter, pour analyser la politique européenne, les évolutions dans les institutions européennes. Voilà. Également sur ce plateau, Johanna Nowicki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'université de Cergy-Pontoise en région parisienne et vous êtes spécialiste de l'identité européenne. Cette fois-ci, je précise que vous êtes franco-polonaise, c'est bien ça ? C'est déjà une première question, puisqu'on pourrait aussi dire polonaise francisée, on pourrait dire polono-française, on pourrait dire aussi européenne. Eh bien, on est au cœur du débat sur l'Europe. On est ensemble pour 52 minutes d'émission. Stéphanie, de quoi on va parler ce soir ? Eh bien, évidemment, nous avons parlé des élections européennes, le scrutin approche. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin ? Et puis, quand on parle élection, on parle aussi constitution. Donc, quel est l'avenir de la constitution en Europe ? On ne parle plus de constitution. Quel est l'avenir des institutions ? Nous en parlerons également. Mais avant de parler de cela, nous voudrions parler de l'identité européenne, puisqu'on pense que c'est important, avant de parler de ces questions quelque plus pratiques et de l'avenir de l'Europe, de revenir aux fondamentaux. Johanna Nowicki, vous avez énormément travaillé sur l'identité européenne. C'est une question essentielle, mais c'est un peu une question oubliée, on n'en parle plus aujourd'hui. C'est une question oubliée en Occident.
c'est une question pas du tout oubliée en Europe centrale et orientale. Et moi, je pense que c'est intéressant de voir que l'européanité, le mot d'ailleurs, européanité, qui n'est pas du tout utilisé en Occident, en français c'est un terme d'ailleurs, c'est un concept qui sonne mal, on peut pas tellement l'utiliser en français, et qui est tout à fait normal quand on l'exprime en tchèque, en hongrois, en polonais, c'est un mot normal de langue courante. L'européanité renvoie à quelque chose de très clair, qui est d'abord le respect de la personne humaine, et qui est d'abord quelque chose de spirituel. Ça sonne de manière très abstraite et de manière un peu grandiloquente, mais il faut le rappeler tout de suite. Et les gens qui n'ont pas eu droit à ça n'oublient pas du tout ces deux concepts-là quand ils vont voter. Et je pense que quand on oublie l'essentiel, c'est-à-dire ces deux choses-là, comme le rappelle Barbara Skarga, prisonnière du Goulag, qui a vu la frontière entre l'Europe et pas Europe, dans un texte qui s'appelle « Impératif de la culture européenne ». Et quand elle dit « J'ai pris conscience de ce qu'est l'Europe quand on m'a enlevé le respect de la personne humaine et le droit à la spiritualité, quand on a ramené ma vie au matériel et au collectif, j'ai vraiment pris conscience que j'étais plus en Europe, mais ailleurs ». Pierre de Charentenay, sur ce respect de la personnalité humaine au cœur de l'identité européenne. Oui, on a une définition tout à fait extraordinaire de l'identité que pour les Européens de l'Ouest, on n'est pas très habitué à entendre ce genre de discours. C'est probablement dommage, mais je crois que c'est quelque chose que nous devrions entendre. Mais à l'Ouest, on est plus centré sur la question de la géographie. L'Europe, c'est à quel endroit? On reviendra sur les questions de géographie. La question de l'histoire, parce que c'est capital. Donc l'héritage européen, l'héritage chrétien européen, les monastères qui ont essaimé partout dans toute l'Europe, les cathédrales qui sont dans toute l'Europe, ça fait partie vraiment de l'identité européenne. Et puis les valeurs, et c'est là qu'évidemment on va vers cette direction-là, mais les valeurs qui seraient plutôt, entre guillemets, laïques. Dans le sens où, étant donné les débats notamment qu'on a en France sur la laïcité, quand on commence à parler d'identité, on hésite toujours à mettre la question religieuse sur le tapis, à voir les débats qu'il y a eu sur le préambule et la mention éventuelle du christianisme sur le préambule. Donc là, on a un petit problème particulier. Je trouve que c'était intéressant de commencer avec cette interrogation-là. Michel Codessus, justement, ces racines chrétiennes qui ont fait débat et qui font toujours débat au sein de l'Europe. Oui, d'abord, j'ai un petit problème avec ce que vient de dire le père. Parce que vous venez de parler des valeurs laïques. Mais il me semble quand même que la dignité humaine, la solidarité, la liberté... J'ai pas parlé des valeurs laïques, j'ai parlé des valeurs et de fait... ce sont des valeurs chrétiennes qui sont oui. assumées par la Constitution, par une Constitution qui ne veut pas reconnaître ces racines chrétiennes. Voilà. Alors, pour ce qui est des racines chrétiennes, moi, je trouve que nous avons été, en France, les Belges aussi, tout à fait lamentables dans cette affaire et totalement hypocrites. Si j'étais athée, je crois que j'aimerais que l'on me dise que j'ai des racines chrétiennes, ne serait-ce que pour pouvoir m'y opposer. J'aime savoir ce qui est mauvais en moi pour pouvoir me situer par rapport à ça. Donc, je pense que sur la question des racines chrétiennes, si je regarde le lieu où je suis né, Bayonne, une petite ville du sud de la France, si dans le paysage de Bayonne, vous enlevez la cathédrale, eh bien Bayonne n'est plus Bayonne, terminé. Bon, voilà, donc voilà, les racines chrétiennes, elles sont là, et il est très très heureux que les valeurs assumées constitutionnellement par l'Europe soient des valeurs chrétiennes fondamentalement. Stéphane Lunte, cette querelle sur les racines chrétiennes de l'Europe, est-ce qu'elle existe par exemple en Allemagne ou ailleurs en Europe? Elle existe comme sentiment de grand regret. Hein, et il ne faut pas se cacher. Hein. Il y a dans les différents pays de l'Europe où je me promène, où j'ai des contacts, où j'ai des entretiens, quand même cette interrogation, cette incompréhension devant le fait que comment ça se fait, pourquoi certains pays, dont la France, n'ont pas voulu reconnaître ce qui est d'évidence. Et là, je crois, il reste un effort d'explication à faire. Hein, c'est décidé pour le moment. Hein, en ce qui concerne le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, c'est décidé, c'est arrêté. Mais
pour la France, si j'aurais une recommandation à faire dans ce débat, à ce sujet, ça sera bien si le monde politique français, les institutions politiques françaises s'expliquent encore un peu plus à des citoyens qui ne sont pas les citoyens français, mais pourquoi c'était si important. On peut expliquer certaines choses, on peut expliquer qu'il y avait une histoire difficile, qui commence avec les guerres de religion, si on veut, qui commence avec la loi de 1905, la Révolution française. Tout ça, c'est très complexe en France. Je peux en parler parce que je vis en France. Donc, j'ai appris un peu l'arrière-pensée de tout ça. Mais en Allemagne, pour parler simplement de ce cas-là, ce n'est pas compris. Simplement. Alors l'identité européenne, même s'il ne faut pas le réduire à ça, on l'a vu, c'est aussi une question de frontières. Alors Nicolas Sarkozy le rappelait à Nice, il s'oppose farouchement à l'élargissement du périmètre européen et refuse à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser, Pierre de Charentenay ? Je ne sais pas, chacun est libre d'en penser. On a des avis qui vont dans tous les sens. Donc le problème, c'est de donner des éléments pour réfléchir. C'est ça qui est un problème. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces jours-ci une réunion sur les partenaires de l'Est extérieur, c'est-à-dire l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, etc. Sur cette question de la Turquie. Non, mais sur la question, font-ils partie de l'Europe? Le gouvernement allemand dit on ne peut pas dire que ce sont des pays européens, donc on dit que ce sont des pays qui sont à l'est de l'Europe, question des frontières. Et c'est vrai que si on va ainsi vers l'Est de plus en plus, on a un problème de diversité culturelle de plus en plus grande. Donc la question de l'identité est posée par cette ouverture des frontières, ça c'est clair. Donc la Turquie, c'est une culture très différente. Certains disent il faut l'intégrer parce que c'est comme ça une possibilité pour eux de devenir plus démocratique. Et certains disent ne l'intégrons pas parce que sinon on va avoir une diversité telle qu'on n'arrivera plus à gérer cet ensemble. Et puis c'est un pays musulman, est-ce que ça pose problème, Michel Condessieux? Pour moi, le problème n'est pas là. J'ai deux réactions. La première, c'est que, en tout cas en politique, en particulier internationale, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que nous autres Européens de l'Ouest, quand nous pensons à la Turquie, par exemple, nous pensons aux changements qui doivent intervenir en Turquie pour qu'elle soit enfin digne d'accéder à l'Europe. Il faut que nous nous posions aussi la question des changements qui sont nécessaires chez nous, les 27. Pour accueillir positivement les Turcs et les Ukrainiens, évidemment, probablement avant. Et ici, je dirais que on a un vrai problème politique. Nous devons, ce groupe des 27 doit faire son unité. Elle n'est pas faite encore. Et on voit à quel point les réactions, les stratégies européennes sont différentes. Je crois qu'il va nous falloir du temps pour nous intégrer entre nous et à ce moment-là être mieux préparés à parler sérieusement avec les Turcs. Mais Johanna Nowicki, est-ce que l'Europe fait encore rêver à l'Est ? Moi, je dirais, est-ce que l'Europe fait encore rêver tout court? Est-ce que l'Europe fait rêver tout court? Est-ce que l'Europe a fait, et pas seulement, moi je dirais surtout, est-ce que l'Europe fait rêver à l'Ouest? Parce que vivant entre l'Est et l'Ouest, et observant vraiment l'Europe de deux côtés, et portant en moi ces deux identités Est et Ouest européennes, je constate que le déficit d'identitaire est surtout à l'Ouest. Je voudrais comparer deux livres ou deux textes qui m'ont frappé récemment. Un plaidoyer pour l'Europe qui a été publié dans les années 80 d'un grand Européen de l'Est qui était Milan Kundera, qui ne voulait pas s'appeler de l'Est, justement il défendait l'Europe centrale, et qui a intitulé ce texte « Un Occident kidnappé » pour dire « Rendez-nous l'Occident, nous sommes de l'Europe centrale, nous sommes des Européens ». Et aujourd'hui, Jean-François Mattei, un philosophe français, a écrit un livre qui s'appelle « Le regard vide » sur l'épuisement de la culture européenne. Et ce texte me fait penser exactement au texte de Kundera, sauf que c'est un occidental qui dit l'Europe s'est épuisée parce qu'elle s'est beaucoup trop critiquée elle-même, elle ne sait plus qui elle est, et sauvons l'Europe qui n'est plus capable de dire qui elle est. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il faut peut-être regarder les Occidentaux qui se sont perdus à force de ne pas dire qui ils sont. Ils ont perdu l'enthousiasme pour l'Europe, ils ont perdu leur propre européanité, et ce n'est plus ceux de l'Est qui ont besoin d'affirmer l'européanité, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, en diluant
tout le temps entre le marché, les considérations politico-politiques, les considérations pratiques, la réelle politique, la peur de ceci ou de cela, on ne sait plus dire ce qu'est l'Europe. On n'a d'ailleurs jamais dit dans un texte qui est européen. Pour revenir à la Turquie, on n'a jamais dit dans aucun texte quel pays est européen. Donc l'européanité reste un grand point d'interrogation. Donc pour faire rêver de quelque chose, nos enfants élevés en Occident, pour dire à nos enfants s'ils sont européens, il faut d'abord dire ce que veut dire européanité. Et ça, on n'a jamais précisé ça en Occident. Nos enfants, je prends un exemple, on parle de la génération Erasmus. Quand on est étudiant aujourd'hui, on a des facilités pour aller étudier dans le reste de l'Europe. Oui, Est-ce que ça, c'est pas un signe d'espoir? Au référendum. Alors voilà, c'est un vrai paradoxe. Comment vous l'expliquez? Je dirais, on a quand même une tendance d'oublier trop vite. Moi, je me permets de dire ça, hein, d'oublier trop vite. Mais avant de reparler des frontières, on aura besoin des frontières. Il faut d'abord continuer de se réjouir que des frontières à l'intérieur ont disparu. Mais c'est quel formidable exploit qu'il n'y a plus de frontières entre les pays européens qui font partie de l'Union européenne. Voilà, ça c'est une première chose qu'il faut souligner. Et avant de parler de la Turquie, je trouve, ou parlons de la Turquie, oui, mais prenons aussi au sérieux le cas des pays des Balkans, qui n'est pas résolu. La semaine dernière, l'Albanie a officiellement posé sa candidature. Nous avons la Croatie qui veut adhérer en 2010. Nous avons le Monténégro qui est sur les rails. Donc il y a d'autres pays qui se préparent à entrer dans cette Union européenne. Et c'est là où inévitablement, on revient à ce que vient de dire Michel Cantu, l'Europe n'est pas prête dans son intérieur, parce que imaginez que tous ces pays, on voit aussi un commissaire dans cette Commission européenne. Il sera assis à côté du commissaire allemand, à côté du commissaire français, avec le même. Et là, il y a quelque chose, on sent tout de suite que ça va coincer. Pierre de Charentenay, là, on s'approche des élections européennes, et à chaque élection européenne, chaque scrutin, on se rend compte qu'il y a un taux d'abstention impressionnant. Donc comment on fait? Qu'est-ce qui explique ce taux d'abstention? C'est ce désamour dont on vient de parler? Enfin, pour nous, pour les Français, je crois qu'il y a une espèce de distance qui existe. À la limite, Bruxelles est toujours à l'étranger, c'est toujours ailleurs, c'est toujours loin. Et il faut dire que le gouvernement français, depuis 30 ans, n'explique jamais l'Europe. Alors, un chef d'État va à un sommet européen et il dit « j'ai gagné quelque chose ». C'est pas un réflexe européen. Le chef d'État n'explique pas l'Europe. Or, la responsabilité de l'explication, elle tombe sur chaque gouvernement. C'est pas Bruxelles qui peut expliquer dans toutes les langues comment fonctionne l'Europe. C'est chaque gouvernement qui est membre, qui est partie prenante, qui doit expliquer. Et je pense que sur la question des 27, avant de parler de nouvelles frontières, il faut travailler les 27. C'est-à-dire qu'il faut assurer le fonctionnement des 27, que les gens puissent travailler, que l'Est et l'Ouest communiquent davantage, partagent davantage sur les valeurs. Ça, il y a un travail énorme à faire. Après, on verra. Très rapidement, Johanna Nowicki, réagissez. On va passer ensuite à la deuxième partie de l'émission. Vous parlez des gouvernements. Moi, je crois que la balle est surtout dans le camp de nous autres enseignants. Il faut voir le déficit de l'enseignement au niveau scolaire de l'Europe. Qu'apprend un jeune Français aujourd'hui à l'école sur l'Europe? Rien. L'Erasmus, c'est formidable, c'est un beau tourisme académique. Mais au niveau scolaire, au niveau des lycées, au niveau des écoles, si on n'a pas de parents ouverts et un peu cosmopolites, un enfant français reste au niveau national. Et je crois que c'est ça qui explique pourquoi ensuite, si l'effort n'est pas fait par le milieu familial, il n'y a toujours rien qui soit offert sur l'enseignement européen, vraiment rien. On arrive à la deuxième partie de cette émission, les enjeux du prochain scrutin donc, qui se tiendra du 4 au 7 juin, le dimanche 7 juin pour la France métropolitaine. Pour bien comprendre à quoi servent ces élections, Stéphane Lunte, un député européen, qu'est-ce qu'il fait? Il sert à quoi? Alors, on était tombé d'accord de ne pas trop mentionner des chiffres, mais permettez-moi d'en donner une. La mandature qui vient de se passer de 2004 à 2009 a fait... le Parlement européen a voté 1000 actes législatifs. Ça fait, sur les 5 ans, un acte législatif par jour ouvrable. Hein? C'est énorme. C'est une complexité. Le problème, c'est qu'après, il y en a trop. Mais il reflète aussi la diversité des 500 millions européennes qui forment aujourd'hui cet ensemble de l'Union européenne. Et donc, je crois, un député européen, il sert à voter ce texte si
s'il est capable d'avoir un esprit indépendant, une grande ouverture, cosmopolite aussi, d'être capable et curieux d'apprendre les positions des autres et avoir une grande qualité de discernement. Parce que encore plus difficile qu'au Parlement national. Déjà, on est confronté à mille choses, mais là, on travaille dans un environnement de plusieurs langues et des sujets souvent très complexes, très techniques, donc pas facile à communiquer. Donc, un député européen, il sert aussi, après, à communiquer sur son travail. C'est peut-être l'effort le plus difficile. Et le Parlement européen, il a un rôle central dans le fonctionnement de l'Union européenne? Il a un rôle central. Une grande partie des lois sont votées par le Parlement. Pas tout, pas sur tous les sujets. Mais pas tout. Non, pas tout. C'est-à-dire qu'il y a encore des domaines qui lui échappent, par exemple l'agriculture. Mais sur beaucoup de domaines, ça change. Ça va changer, justement. Mais sur beaucoup de domaines, il doit intervenir. Ça, c'est capital. Alors, oui, Michel Candesu. J'ai en tête un chiffre. 80% des lois applicables en France aujourd'hui viennent du Parlement européen. Alors, sur quels critères on doit choisir un député européen? Qu'est-ce qu'un bon député européen? Comment choisir? Comment choisir un bon député? D'abord, il faudrait des gens qui aillent à Bruxelles et qui travaillent à Bruxelles. Ça serait déjà pas mal. Ensuite, on peut choisir selon sa propre famille politique, évidemment, à droite, à gauche. C'est-à-dire on peut avoir des idées sur ce que pourrait être l'Europe, plus libérale, plus sociale. Donc il y a comme au niveau national, des choix un peu d'orientation. Il faut s'intéresser au programme? C'est vraiment important, le programme? Un peu, mais c'est aussi, disons, une certaine vision de l'Europe. Est-ce que celui qui est candidat, est-ce que la liste qui est candidate a une vision de l'Europe avec laquelle on se sent en affinité? Michel Candesu? Moi, je voudrais que les candidats aux élections européennes nous parlent de l'Europe et de la mission de l'Europe dans le monde, surtout en ce moment. En période de crise. Comment l'Europe peut nous aider à dépasser cette crise. Il y a une tentation terrible chez les parlementaires européens, un peu la tentation des gouvernements, qui est de venir devant leurs électeurs et de dire « Regardez, nous avons arraché ça à Bruxelles. Regardez, finalement, ça nous rapporte plus qu'on ne dépense. » La célèbre loi du juste retour. C'est une loi détestable. C'est par cette loi-là que l'Europe est en train de s'atomiser, de se disperser. Moi, j'attendrai des parlementaires européens qui nous disent, devant cette crise, nous, Français, grand pays, grande histoire, eh bien, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous ne pouvons pas amener la communauté internationale à se donner les règles, les institutions nécessaires. Nous ne pouvons pas tout seuls changer nos comportements. Et cette crise appelle des changements de comportement de chacun d'entre nous. Donc, il faut le faire entre Européens. Et je voudrais que mon candidat aux Européennes me parle de ça. Et d'un électeur chrétien, qu'est-ce que vous espérez? Eh bien, écoutez, que d'abord, il soit un bon député. Et qu'un député européen chrétien qui cherche que l'Europe ait un visage chrétien, eh bien, je lui demanderai de faire en sorte que l'Europe soit reconnue chrétienne, comme le Christ a été reconnu à Emmaüs, au partage du pain. L'Europe a un immense rôle de partage à assumer et à entraîner, à provoquer dans le monde. On ne sortira pas de cette crise sans qu'il y ait plus de solidarité au plan international. Un parlementaire chrétien doit agir pour ça. Et un électeur chrétien, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête, Stéphane Lunte? Encore une fois, Pierre de Charentonnet a déjà évoqué les familles politiques. C'est important. J'ai insisté tout à l'heure sur les qualités de la personne. Je crois qu'il y a vraiment ce charisme qui est important. Ensuite, pour un électeur chrétien, il est évident qu'on s'intéresse. Est-ce que ce candidat est en phase avec les deux valeurs principales que je nommerai, la paix et la justice? La justice et paix, ça c'est les thèmes éternels du christianisme. La justice, le respect de la personne, sans faire de raccourcis, au commencement comme à la fin de la vie. Sur le travail humain, nous avons en Europe aujourd'hui, je ne suis pas l'économiste éminent que Michel Candesu, mais on a quand même le problème énorme des salaires qui mènent à la pauvreté. Là, il y a une difficulté énorme. Si l'Europe doit redémarrer dans cette crise, il faut s'attaquer à ça. Pour un travail digne, il y a aussi un salaire digne. Ça, c'est des questions donc, de justice qui, à côté du thème de la paix, pour moi, doivent inspirer des électeurs chrétiens dans leur choix.
Johanna Nowicki, puisqu'on est en train de tracer le portrait d'un député idéal, est-ce qu'il y a des différences entre les députés de l'Est et les députés de l'Ouest? Oui, Oui, je crois ils travaillent qu'il y a mieux, bien sûr, c'est ça? Non. Ils sont plus jeunes. déjà. Non. Il y a plus de femmes? Je crois qu'il y a beaucoup moins de langue de bois. Je prépare un numéro d'une revue importante de communication politique sur la langue de bois. Et je suis frappée par l'intérêt que nous avons tous, nous issus de l'autre Europe, par ce thème de la langue de bois qui est né à l'Est. Et quand j'ai commencé à préparer ce numéro, j'ai rencontré les ricanements de mes collègues de l'Ouest en disant encore les propagandes, encore la domination, la manipulation, arrêtons, c'est terminé, le mur est tombé, pourquoi? Eh bien non. La langue de bois est un vrai problème des démocraties, c'est-à-dire le politiquement correct, la langue de coton, dire pour ne rien dire, les choses qui nous servent uniquement pour gagner notre une petite carrière, l'élégance des propos des salons parisiens qui mènent nulle part ou des salons bruxellois qui ne mènent nulle part. J'ai l'impression que le débat public dans les salons pragois ou budapestois ou varsoviens ou cracoviens est beaucoup plus direct, beaucoup moins élégant, beaucoup plus rude, mais beaucoup plus vrai, et que ça rappelle, efficace. Et moins sympathique peut-être, mais plus efficace pour comprendre les positions des uns et des autres, beaucoup plus choquant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, et ça rappelle quelque chose que Havel a appelé « vivre dans la vérité », et que Tischner a décrit dans l'éthique de Solidarność, essayer de tendre vers la vérité, même si elle ne nous est pas agréable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans le débat public en Occident, qui est feutré, très élégant, mais qui mène souvent dans le mur. Il y a quand même une question, c'est qu'il y ait un débat européen. Parce qu'il y a beaucoup de débats nationaux. Mais en fait, le débat européen comme tel, il a du mal à fonctionner. C'est ça l'enjeu de ce scrutin qui arrive. Oui, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend? On entend des discours nationaux où tel chef de parti défend son bilan national et ne pose pas la question européenne. Donc, et c'est pas évident parce que nous sommes très fermés sur des aires culturelles, nationales et linguistiques. C'est quoi les enjeux européens alors autour de ce scrutin aujourd'hui? Comme il a été dit, c'est la place de l'Europe dans le monde, le type de service qu'elle peut rendre ou ne pas rendre, l'isolement ou pas l'isolement, l'attention à certaines catégories de population dans l'Europe. Il y a beaucoup de sujets, mais qu'on en discute au niveau européen. C'est-à-dire aussi la place des institutions communautaires, pas simplement les chefs d'État qui se rencontrent, mais les institutions communautaires qui pourraient donner des initiatives. Enfin, il y a quantité de sujets vraiment européens dont on ne parle pas. Et ça, je crois que c'est très dommage. Je peux réagir à ça. Je crois qu'il y a un sujet, un grand sujet. Il y aura un nouveau budget, il y a la PAC, c'est très important. Mais s'il y a un grand sujet, c'est quel modèle économique et social nous voulons pour l'Europe pour sortir de cette crise. Il se trouve que nous n'avons pas simplement le traité de Lisbonne, on a aussi une stratégie de Lisbonne qui n'a pas porté loin, qui n'a pas convaincu beaucoup de monde, mais elle arrive à son terme. Et ce Parlement, le nouveau Parlement, va discuter, débattre sur ce nouveau modèle, sur cette grande stratégie économique pour sortir de la crise. En tant que chrétien, je me pose la question, est-ce que nous sommes capables de réinventer un modèle économique, d'inventer un modèle économique qui nous fait sortir de la crise et qui en même temps est capable de, disons, même si le terme est plutôt théologique, mais de préserver des temps et des lieux sacrés. Le dimanche, par exemple. Est-ce que nous sommes capables d'inventer quelque chose de sacré autour de la famille, de protectrice? Est-ce que nous sommes capables d'imaginer quelque chose qui limite notre mode de consommation? C'est le grand sujet qui va englober le débat dès le départ du nouveau Parlement. La Commission et les évêques européens font du lobbying en ce sens? On ne fait jamais du lobbying. on parle avec... Voilà, vous parlez quand même avec les décideurs. S'ils parlent avec les décideurs, ça veut dire qu'ils font du lobbying. Mais c'est pas forcément malveillant l'expression. Non, le secrétaire de la Commission parle et rencontre des hommes qui sont, comme Pierre l'a dit, ils sont présents à Bruxelles. On essaye de faire comprendre certains points de vue qui se laissent toujours inspirer par la doctrine sociale de l'Église. Ces grands encycliques, les grands textes du pape. Et il se trouve aussi, et ça c'est très important pour nous, que nous aurons devant nous, probablement dans quelques mois, un nouveau texte encyclique sur les thèmes sociaux
économique et sociale. Je crois que ça peut animer dès le départ le débat au Parlement européen. Puis il y a peut-être une question Pierre de aussi, Charentais. c'est ce que je dirais les questions de long terme, comme par exemple le développement durable. C'est sûr que l'Europe là-dessus peut rappeler beaucoup de choses à des pays qui traînent parce que les opinions traînent lentement. Nous, Français, on a du mal à nettoyer nos fleuves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aux normes européennes. Ben, l'Europe nous dit, attention, sur le long terme, il y a des points essentiels sur lesquels la politique de chaque pays devrait être un peu plus vigilante. Ben, c'est pas mauvais comme rappel. En France, la campagne a du mal à démarrer et on a l'impression qu'à droite comme à gauche, chacun essaye de politiser la campagne et on parle plus des enjeux nationaux que des enjeux européens. Alors, est-ce que c'est embêtant, ça, Michel Candessu? C'est très fâcheux et je reprends volontiers ce que disait Stéphane il y a un instant. Il y a eu un malheur historique. C'est que l'Europe des 27 s'est constituée au moment de la grande vague libérale, si vous voulez, du modèle mis en circulation par Thatcher, Reagan, à savoir le tout marché, rien que le marché. Il y avait, avant cela, dans l'Europe des pères fondateurs, un modèle tout à fait différent, qui était l'économie sociale de marché, où le marché était là, évidemment, avec son dynamisme, mais il y avait aussi la main de l'État, la main régulatrice, et la main de la solidarité, à l'intérieur des pays et à l'extérieur. Eh bien, aujourd'hui, la crise nous crée une évidence. C'est qu'il faut revenir ou réinventer un modèle de ce genre. Ça ne sera pas exactement le même, mais ce sera un modèle où, en effet, il faudra, dans un horizon mondial, qui est celui de la mondialisation, avec les préoccupations nouvelles qui ont émergé soudainement, l'environnement, revenir, réinventer un modèle politique pour l'ensemble de l'Europe qui, basé sur la dignité de l'homme, respectant les mécanismes du marché, fasse en sorte qu'il n'y ait pas que l'avidité collective comme moteur, pas l'accaparement, mais qu'il y ait un souci de solidarité et d'ouverture au reste du monde. Comment on réinvente, Johanna Nowicki? Je crois qu'il faut revenir, je retourne à nouveau au grand philosophe européaniste Jan Patočka. Jan Patočka au souci de l'âme, soin de l'âme. Chose encore une fois oubliée, et je crois qu'il y a une grande confusion. Quand on parle de la culture européenne, on confond la culture avec deux choses, avec patrimoine, tradition, on se querelle là-dessus, ou alors culture comme loisir. Patočka a dit non, la culture c'est un effort, c'est une ascèse, c'est un soin de l'âme, c'est prendre sur soi une partie de l'effort commun. Si on ne fait pas ça, on n'est rien. Et un pays est grand, a dit Patočka, venu d'un petit pays, s'il prend sur lui une part de la responsabilité collective. Et je crois qu'il a tout dit dans son texte, et il est mort pour ça d'ailleurs. Oui. Donc, quand on lit Patočka et Europe vue de Bohème, on a envie, franchement, de republier ces textes et de dire, prenons au sérieux sa manière de voir la culture et ne confondons pas la culture. Hannah Arendt a dit la même chose. Donc là, c'est un beau dialogue Est-Ouest. Hannah Arendt, allemande, juive d'un côté, Jan Patočka de l'autre. Ils disent exactement la même chose. On l'a totalement oublié. Si la culture veut dire ça, retour à la culture et pas uniquement à useful thinking qui n'est pas européen. Donc Pierre de Charentais, la revue Études va republier Jan Patočka. Eh bien, nous avons fait un éditorial qui s'intitulait Le souci de l'âme l'année dernière. Voilà. Donc c'est un très bon texte. Déjà fait. Déjà fait. Voilà. Une dernière question dans cette partie, c'est la question du scrutin. Est-ce que c'est vraiment un scrutin pertinent, Pierre de Charentais? Vous avez quelques secondes pour répondre. Mais non, c'est capital. L'Europe est démocratique. Oui, mais... L'Europe est démocratique, ça veut dire que tout le monde peut voter. Oui, mais la façon dont on élit les députés européens en France, est-ce que c'est pertinent? Non, mais alors le problème, c'est leur comportement. Mais le fonctionnement institutionnel de l'Europe, c'est une Europe démocratique. Il faut que les députés fassent leur travail. Quand ils sont élus, il faut qu'ils y soient. Pas 50,3% juste pour avoir les jetons de présence, mais qu'ils soient vraiment et qu'ils travaillent dans les commissions. Et ensuite qu'ils reviennent sur le terrain pour expliquer. Mais malheureusement, beaucoup de députés, français au moins, ne font pas bien leur travail. Même sentiment. Même sentiment, mais... J'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, qu'il y aurait dans la France, comme en Allemagne, aussi la capacité, la possibilité de panacher, par exemple, hein, d'enlever les... On doit voter sur des listes qui sont clos, qui sont bloquées. Et là, ça donne tout de suite un sentiment, là, on est mis un peu devant un fait accompli, on ne peut pas choisir une personne.
Et ça dépend des personnes. Les députés européennes, c'est des personnalités dont on a besoin. Ça passe, l'horloge tourne. On arrive à la dernière partie de cette émission, l'avenir constitutionnel de l'Europe, avec une actualité très récente, puisque hier soir, le Sénat tchèque a donné son feu vert pour le traité de Lisbonne. Alors, avant de vous faire réagir sur cette actualité, rappelons rapidement ce qu'est le traité de Lisbonne. Ah, Stéphane Lund, vous ne voulez pas répondre. Alors justement, la question est pour vous. Voilà. Non, avant, il y a eu un essai de constitution européenne et maintenant... C'est un traité qui était scindé en deux. On a un traité de l'Union européenne et un autre traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les deux sont appelés traités de Lisbonne. Le premier évoque les valeurs, les grandes compétences, les grandes institutions. Le deuxième va plus dans le détail, reprend surtout beaucoup de ce qui existait déjà. Hein. Il ne faut jamais dire que c'était réinventé. Donc ce grand texte-là est difficile d'aborder, mais il reste à souligner qu'il comporte des progrès dans certains domaines, la politique étrangère, les compétences du Parlement européen. Et il introduit quelques nouvelles fonctions qui vont changer la donne. Avec un président du Conseil de l'Union européenne, il y aura un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle pas ministre, mais ça sera la même chose. Ça va changer la donne, en tout cas, le tableau personnel des personnes à Bruxelles. Est-ce que ça va déjà changer le comportement de nos gouvernements? C'est une autre question à laquelle je ne peux pas répondre. Et le oui du Sénat tchèque, hein, je rappelle que la République tchèque, en plus, préside l'Union européenne en ce moment. Comment vous réagissez à ce oui? Ça va tout changer? C'est une bonne nouvelle? C'est certainement une bonne nouvelle, mais le combat continue. La route est longue. C'est une étape. Il faut que le président signe. Il ne signera qu'après avoir vu ce qui se passe en Irlande, après avoir entendu les cours constitutionnels ici ou là. Et après ça, il nous dit que quand on joue bien aux échecs, on n'annonce pas le quatrième coup. Le Donc, président il faut tchèque, en attendre. plus, qui semble un peu fâché avec la Oui, question européenne. Hein. Il est carrément eurosceptique. Voilà. Il est vraiment pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a aussi la perspective à l'horizon, si tout ça traîne trop longtemps, avec le référendum en Irlande, les signatures des présidents polonais et tchèques, qu'il y aura entre-temps les élections en Grande-Bretagne qui risquent d'être, ou qui peuvent être favorables pour le Parti conservateur, que je ne conteste pas par ailleurs, mais qui est très anti-européen, qui fait toute sa campagne sur le non à l'européen. Alors là, et qui s'est engagé de porter devant les électeurs britanniques à nouveau ce traité sous forme de référendum, malgré le fait que la Grande-Bretagne a déjà ratifié. Et si un référendum, au jour d'aujourd'hui, se ferait en Grande-Bretagne, ce sera un non clair et ça sera un échec de toute cette procédure. Donc on a des belles jours devant nous. Johanna Nowicki, un mot peut-être sur la présidence tchèque de l'Union européenne? Mais je crois qu'on a beaucoup exagéré aussi ça, hein. En France. On a beaucoup fait peur aux Français par cette attitude anti-européenne. Il faut toujours faire attention à distinguer les gouvernants et les peuples. Il y a eu des accidents comme en Pologne avec les frères Kaczynski. Hein. Beaucoup de Polonais aujourd'hui n'attendent que le départ. Il est quand même président, mais on sait pertinemment aussi qu'il ne le sera plus et qu'il n'est pas représentatif de la majorité de pays. Il a quand même été élu. C'est lui qui signe, il a été quand même. élu, bien sûr, mais il est arrivé à d'autres peuples d'avoir élu les gens qui ensuite ont été amèrement regrettés. C'est vraiment cette constitution, c'est un parcours d'obstacles absolument hallucinant. Demander à 27 pays Il ne faut pas dire constitution. de ce traité, demander à 27 pays d'approuver le même traité, parfois les parlements, parfois référendum, il y a toujours un qui tombe avant d'avoir voté. C'est pas déprimant ça pour les électeurs? Non, mais surtout déprimant pour le projet européen, c'est un vrai problème. Oui, mais il doit passer par là. Ah non, il faut passer par là. Il faut et il y a dans cette marche lente, difficile, pleine d'allers-retours. C'est presque un chemin de croix. C'est l'histoire, oui, si vous voulez, c'est l'histoire même de l'Europe. Depuis son origine, disons, depuis la déclaration de 1950, c'est par là que nous nous apprivoisons mutuellement, nous apprenons à nous connaître et l'Europe avance comme ça. Ce que j'aimerais dire cependant, c'est que voici 30 ans que l'on a voté pour la première fois pour un Parlement européen. Continuellement,
pente de l'abstention a cru. Nous sommes maintenant, il y a moins d'un Européen sur deux qui participe au vote. Pour la France, on est à 45% seulement de participation. Je dis que en mai ou en juin 2009, au cœur de la crise mondiale d'aujourd'hui, nous devons faire un effort massif pour que les gens prennent conscience de l'enjeu, pour qu'on vote plus à cette élection. Nos parlementaires doivent aller au nouveau Parlement avec véritablement un mandat de renouveau européen dans les lignes de ce que nous venons de dire. Mais justement, cette crise économique ne va pas encourager le repli sur soi et freiner cet approfondissement de la construction européenne? Je crois que il Charentenay revient au gouvernement d'expliquer que c'est par l'Europe que c'est un moyen de sortir de la crise. Tous les gouvernements ont leur travail à faire localement, mais c'est aussi par l'Europe qu'on a un chemin de sortie de crise. Et je crois que justement, si les Français le comprennent, si les Européens le comprennent, ils participeront en masse aux élections, mais comme ils ne le comprennent pas très bien, ils sont là à distance et ils ne voient pas très bien ce que l'Europe pourrait faire. Qu'est-ce qu'il faut changer ça, pour que les électeurs se sentent plus concernés? On l'a déjà dit, mais c'est un problème d'explication. Mais il n'y a pas que des explications aussi. Ah ben, en grande partie. Si on met tout le mal sur l'Europe et tout le bien sur le gouvernement national, évidemment, à faire ça pendant 20 ans, les gens ne comprennent plus. Donc expliquer correctement comment ça marche, je crois que ce sera déjà tout à fait considérable. J'ai passé 13 ans de ma vie dans des institutions internationales. Je peux vous dire que j'étais très très fier d'être européen. J'étais très très fier d'avoir consacré une partie de ma vie de fonctionnaire français à la création de l'euro, à resserrer l'Europe. En créant l'Europe, nous avons fait une innovation sans précédent dans l'histoire du monde. Il faut en être fier. Il faut en être fier, mais il faut se dire aussi qu'il y a dans le monde aujourd'hui une attente d'Europe. Le monde sait très bien que le leadership américain, désormais, c'est plus possible. Il y a la Chine apparaît, l'Inde apparaît, l'Europe, parmi tous ces ensembles, est le seul qui est qui a la possibilité d'avoir un discours mondialiste, c'est-à-dire une prise en charge ensemble des problèmes du monde, sans ambition de domination. Et ça, c'est un actif pour le monde. Mais il restera à l'état virtuel si les Européens n'en sont pas conscients eux-mêmes et n'envoient pas au Parlement des hommes, sachant qu'il y a là une priorité absolue pour la prochaine mandature. Johanna Nowicki. Moi, j'ai exactement le même sentiment en travaillant pendant plusieurs années dans un centre d'études européennes et en voyageant partout dans le monde en tant que représentante d'études européennes. Et partout dans le monde, en Colombie, au Venezuela, en Ukraine, en Roumanie qui n'était pas encore membre de l'Union européenne, j'avais le sentiment d'être jalousée de venir d'un pays membre de l'Union européenne et de représenter le savoir d'études européennes. Et même aux États-Unis, où j'avais effectivement l'occasion d'enseigner les études européennes, j'avais le même sentiment. Parce que effectivement, on a oublié ce sentiment que vous avez évoqué de fierté. On a du mal à exprimer le sentiment de fierté d'être européen, parce qu'on nous a expliqué tout le mal sur le passé de l'Europe, au lieu de nous expliquer tout le bien qu'on a accompli. Et je crois qu'il faut aussi avoir le courage d'affirmer le bien que représente l'Europe, et notamment la chose cruellement oubliée, qui est la paix. Le fait qu'on soit ensemble ici, deux Européens, vous Allemands et moi Polonaise, parlant de l'Europe, c'est quand même formidable, avec les Français. C'est quand même ça. Stéphane, permettez quand même d'être un peu en désaccord. Pas trop quand même sur la paix. Pas trop. Sur la paix, non. Sur la paix, on est d'accord. Mais sur comment, si nous considérons l'acte d'aller voter pour le Parlement européen comme une expression d'exprimer son adhésion, d'être fier d'être européen, je crois, là, les électeurs, ils ne vont pas vraiment suivre à terme, parce qu'ils vont être fiers. On peut être fier de l'Europe et ne pas aller voter. On peut dire, voilà, je n'y vais pas parce que l'institution ne disparaît pas.
elle va continuer à exister. Le Parlement européen va continuer à exister. Où je veux venir, c'est ce qui manque terriblement dans ces élections, de voir vraiment des personnalités à droite, à gauche ou au centre qui ont un conflit au niveau européen à débattre, à discuter. Qu'est-ce qui distingue, si vous lisez aujourd'hui le manifeste du PPE, Parti populaire européen, du Parti socialiste européen. En gros, la droite, le PPE. Ça, c'est plutôt centre-droite, et le Parti socialiste européen, ça, c'est plutôt centre-gauche. Qu'est-ce qui distingue vraiment ces deux programmes? Vous aurez un peu de mal à bien insister là-dessus. Je crois que c'est une responsabilité des politiques aussi de l'Église, de bien mettre en relief où sont les grandes différences. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur quel modèle économique et social nous voulons. On peut se distinguer, on peut débattre, et on ne peut pas continuer dans un mode qui est maintenant celui qui fonctionne en France, comme en Allemagne, comme en Pologne. On fait le combat national, sauf que c'est pour les élections européennes. Ça, c'est là où ça manque, et j'espère, je rêve qu'un jour les élections européennes ont vraiment des sujets de débat, de discussion à décider. Moi, je pense quand même, je suis un peu en désaccord, je pense que une participation importante à l'élection montrera que le sujet européen importe à l'ensemble des citoyens, et peut-être que ça poussera et les gouvernements et les députés à faire leur travail correctement. Évidemment, si personne n'y va, et donc tout le monde se dit c'est localement qu'est ma présence, ça ne va pas, ils ne sont pas du tout enclins à travailler au niveau européen. C'est pour ça qu'il faut appeler plutôt les gens en se souvenant des 60 ans passés. C'est-à-dire qu'en 1950 à presque 2010, 2009-2010, ça accomplit une chose extraordinaire. Bon, cette chose-là, il faut la poursuivre parce que c'est quand même une œuvre de fond. Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, serait fête, heureux, selon vous, de cette construction européenne, la manière dont elle se déroule en ce moment? J'ai une petite doute en fait. Non, la question était pour le père. Oui, non, mais moi je pense que c'est un homme tout à fait diplomate, donc il ne dirait pas les choses aussi rudes. Mais vous savez, diplomate aussi. Jean Monnet le dirait probablement de manière beaucoup plus sèche. Il dirait que franchement, ce n'était pas très fidèle à ce qu'ils ont voulu lancer au départ et qu'on est en train de ralentir le rythme. Maintenant, M. Cansu, il avait raison de dire qu'il faut se rendre compte qu'on est quand même sur du long terme, on ne peut pas brûler les étapes, il faut prendre son temps, et ça fait partie du travail de fond européen. Si la Constitution est traitée et votée, c'est un acquis. Donc c'est une marche pour aller plus loin. Mais ça prend beaucoup de temps, mais il faut se rendre compte qu'un chemin énorme a été fait, ne serait-ce que la présence de 27 pays, à travailler ensemble, à digérer ensemble cet élargissement, pour voir ensuite la mission qu'on veut se donner à l'extérieur. Michel Candessu. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec la nécessité de réinventer un modèle de gestion économique. Il y a aussi une définition de l'Europe qui doit être présente dans nos réflexions sur la nouvelle Europe. C'est la définition, pas très loin de celle de Patočka d'ailleurs, que donnait Jean-Paul II. Il a écrit un jour « L'Europe se définit comme ouverture ». Eh bien, aujourd'hui, le thème de l'ouverture de l'Europe est absolument essentiel. Quand on pense qu'il y a 100 millions de personnes qui s'étaient arrachées de l'extrême pauvreté, qui retombent aujourd'hui, il est bien vrai que l'Europe a un rôle à jouer pour préserver l'Afrique de cette rechute dans la pauvreté et des conséquences du désordre climatique que nous provoquons sur les économies des pays les plus pauvres. Donc l'Europe doit avoir une politique d'ouverture au reste du monde par laquelle, en fait, elle se définit. Et le monde attend cela de l'Europe. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On pourrait encore en discuter pendant longtemps. Je rappelle que cette émission a été réalisée en partenariat entre KTO et RCF. Et puis, avant de se quitter, Stéphanie, justement de RCF, quelques conseils de lecture. Alors, Michel Candessu, vous avez publié Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France. C'est un rapport officiel du groupe de travail que vous avez présidé. Et ça, c'était à la documentation française. Michel Candessu, vous êtes aussi l'auteur, c'était en 2006, d'une
d'une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle, et ça c'est chez pas encore Bayard. écrit aux candidats à l'élection européenne. vous devriez, là. Mais vous m'y faites penser. Pierre de Charentenay, vous avez également écrit de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Regagner l'Europe. C'est aux éditions Salvator. Un livre qui date de quand, Pierre de Charentenay? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 2007. 3 ans. 2007. Il est tout à fait d'actualité. Hein. Et tout à fait d'actualité. Il tient toujours. Il tient toujours. Johanna Nowicki, 2 ouvrages également. D'abord L'homme des confins, CNRS édition, et puis Europe, la danse sur les limites aux éditions Romia. Et puis je précise, Johanna Nowicki, que vous interviendrez prochainement à un colloque organisé par Jean-François Mattei et Chantal Delsol sur l'identité européenne. Ce sera le vendredi 15 mai à Paris, à la Sorbonne. Et puis un autre rendez-vous, ce sera le lendemain, le samedi 16 mai, cette fois-ci c'est à la Mutualité à Paris. 25 communautés et mouvements chrétiens se rassemblent pour dire oui à l'Europe. On en a parlé au début de l'émission avec Michel Camdessus. Et pour savoir plus, vous avez un site internet, c'est www.ensemblepourl'europe.eu. Enfin, 2 autres ou 3 autres même sites internet. D'abord celui de la revue Études, votre revue, plutôt la revue dont vous êtes le rédacteur en chef, Pierre de Charentenay. Puis on peut aller sur votre blog aussi. Exactement. Alors d'abord, Où je traite de l'Europe en ce moment. D'abord le site www.revue-études au pluriel.com, et votre blog, vous avez l'adresse en tête? On le trouve sur le site. On le trouve sur le site, il y a un lien. C'est facile. Et puis enfin, le site internet de la Comessé avec plein d'infos, www.comessé.org. Voilà, à très vite sur KTO, Stéphanie. Et sur RCF, David. Très bonne fin de soirée à tous.